Ouais, aujourd'hui on parle encore de pression des pneus, mais plus précisément des facteurs qui peuvent faire varier la pression. Trouver la pression optimale, on l'a vu, ça peut faire une énorme différence sur la performance et ça à zéro frais. Pour ça, je vous invite à regarder la capsule que j'ai déjà faite sur la pression optimale au courant de l'hiver. Mais une fois qu'on a déterminé une bonne pression et qu'on la met avec notre pompe, est-ce que cette pression-là, elle peut varier en fonction de différents facteurs? Bien évidemment, j'ai fait différents tests et il y a plusieurs facteurs qu'il faut considérer et que je vais vous parler aujourd'hui. Il y en a qui vont dire que ça ne donne pas grand-chose d'avoir une grande précision sur le manomètre de la pompe parce que de toute façon, quand on enlève la tête de pompe, on l'entend. Il y a de l'air qui va fuir, donc la pression n'est même pas la même. Donc ça, est-ce que c'est vrai et à quel point il y a de l'air qui va s'enfuir comme ça? Bien évidemment, je l'ai calculé. Pour ce test-là et tous les autres tests, ce que j'ai pris, c'est un manomètre électronique intégré. C'est-à-dire qu'il va toujours me donner de façon très précise, très constante et en temps réel, toujours la pression qu'il va avoir à l'intérieur du pneu dans toutes circonstances. Et après avoir fait des dizaines et des dizaines de répétitions de tests pour ce test-là, à chaque fois que j'enlevais la pompe, en moyenne, combien qu'il perdait d'air? 0,0 PSI. Oui, il n'y a aucune pression qui est perdue quand on enlève la tête de pompe. C'est quoi d'abord le bruit de qu'on entend de l'air qui s'échappe? Quand la pompe est connectée avec le pneu, la pression dans les pneus et dans la pompe est la même. Une fois qu'on déconnecte la tête de pompe, la valve du pneu, elle, se bouche automatiquement. Donc l'air qui fuit que vous entendez, c'est pas de l'air du pneu qui s'enfuit, c'est de l'air de la pompe. Puis si vous la reconnectez, oui, la mesure du manomètre va être plus basse parce que là, il va falloir prendre de l'air qui est dans le pneu à haute pression pour la transférer dans la pompe qui est à basse pression jusqu'à temps que les deux pressions soient rééquilibrées entre les deux. Donc le premier point est réglé. Le deuxième point à regarder, c'est la différence au niveau de la température atmosphérique. Si vous vous rappelez de vos cours de physique au secondaire, oui, l'air, lorsqu'elle est chauffée, prend de l'expansion. Comme elle est dans le pneu qu'elle ne peut pas prendre de l'expansion, c'est la pression qui augmente. Donc, ce que j'ai fait comme test, j'ai entreposé mon vélo dans une pièce qui est à peu près à 18 degrés Celsius et j'ai aussi pompé à une pression précise dans cette pièce-là, à 18 degrés Celsius. Ensuite, j'ai pris le vélo et je l'ai amené dehors où ce qui faisait 26 degrés Celsius. Et là, oui, après qu'il ait réchauffé après un certain temps, après quelques minutes, la pression avait augmenté de 2,8 %. Donc, la différence n'est pas énorme, mais est quand même notable. Puis ça, c'est pour une différence qui n'est pas si grande que ça au niveau de la température. Parce que dans d'autres cas plus extrêmes que quelqu'un qui va gonfler ses pneus à l'intérieur à 20 degrés Celsius et qui va sortir tout de suite après l'hiver à moins 25, là, oui, ça peut créer une diminution de la pression qui va être assez grande. Après ça, ce que je voulais vérifier, c'est si la friction du pneu avec le sol pouvait faire augmenter la pression dans le pneu. Donc, je suis parti rouler pendant quelques kilomètres, justement, dans des conditions atmosphériques identiques et le couvert nuageux était assez complet, donc la température du sol et de l'atmosphère était assez semblable. Donc, on pouvait vraiment isoler la différence à la friction au niveau des pneus. Et là, oui, la pression a réaugmenté encore un petit peu, mais de 0,3 %. Donc, visiblement, la pression et la température ont une plus grosse influence sur la pression que la friction au sol. Puis ça, il m'est arrivé quelque chose aussi qui m'a aidé à le prouver encore plus. Sur le chemin du retour, j'ai pogné une petite averse. Donc là, tout à coup, je me ramassais à rouler sur une chaussée détrempée avec de l'eau qui était fraîchement tombée du ciel. Et là, ça a été presque instantané. La pression dans les pneus a diminué de 2,7 % par rapport à où elle était. Donc, le rafraîchissement des pneus par le rafraîchissement de la surface de contact a fait ramener la pression à peu près au même niveau qu'ici, dans ma chambre qui était à 18 degrés Celsius, alors qu'il faisait encore 24-25 degrés Celsius à l'extérieur. Donc, vraiment, c'est la température ambiante puis la température de la surface sur laquelle on roule qui, visiblement, ont beaucoup plus d'influence sur l'augmentation ou la diminution de la pression des pneus. Un autre point que je n'ai pas pu tester, c'est l'augmentation de la pression en raison de l'augmentation de la masse thermique, donc la chaleur, créée par le freinage. Je n'ai pas pu le tester parce que j'ai juste un vélo à frein à disque. Mais si vous avez des freins plus traditionnels avec des freins justement à jantes, c'est sûr que si vous faites des longs freinages,
ça va créer beaucoup plus de masse thermique proche des pneus, donc il va être transféré aux pneus, qui peut augmenter la pression dans les pneus. Au Québec, en général, c'est rarement un grand problème parce qu'on n'a pas des longues descentes comme des cols, comme en Europe. Mais si vous faites des longues descentes où ce que vous allez être sur les freins de façon constante sur une longue période, bien là, oui, ça peut avoir une influence quand même considérable et faire augmenter de façon assez significative la pression dans les pneus. Ce qui en réalité n'est pas très souhaitable parce que quand on va faire une longue descente, on ne veut pas que les pneus augmentent en pression parce que ça va diminuer notre surface de contact au sol qui va diminuer l'adhérence des pneus au sol. Pour ça que oui, des freins à disque vont créer beaucoup de masse thermique, mais qui ne va pas être transférée aux pneus. Donc, il va avoir une pression dans les pneus qui va être beaucoup plus stable. Il y a un autre facteur aussi à considérer. C'est la perte normale d'air dans le temps par la porosité. Si vous faites du vélo de route, vous le savez, avant chaque sortie, idéalement, vous remettez l'air dans les pneus parce qu'elle va avoir baissé par rapport à la dernière fois que vous en avez mis. Mais à quel rythme que l'air va être perdu par porosité? Encore là, j'ai fait un test avec deux différents types de tubes. Un plus traditionnel au butyl et un au latex. Celui avec des tubes au butyl traditionnel perdait en moyenne un petit peu moins de 2% de sa pression par tranche de 24 heures. Alors que pour les tubes au latex, c'était 9% par tranche de 24 heures qui était perdu par porosité. Donc oui, la perte d'air normale à travers le temps, ça existe, mais elle va être très variable dépendant des pneus, des tubes, si ça va être justement des tubes au butyl, au latex ou du tubeless. Puis parlant de ça aussi, si vous faites une réparation de crevaison sur le bord de la route avec une capsule de CO2, bien ça c'est tout à fait normal que si vous regardez après quelques heures ou le lendemain, vous allez trouver que le pneu il est déjà presque dessoufflé ou très mou. C'est pas parce qu'il y a encore une crevaison, c'est tout à fait normal. Le CO2 qui est contenu dans une cartouche a une porosité qui est beaucoup plus grande que l'air atmosphérique qu'on va rentrer dans le pneu avec une pompe. Donc oui, il se dessouffle beaucoup plus rapidement. Donc idéalement, quand on revient à la maison, qu'on a fait ce genre de réparation-là, on va vider le pneu et de le remplir avec une pompe normale. J'espère que vous avez trouvé cette capsule intéressante. Je vous invite à laisser vos questions et vos commentaires dans la section commentaires de cette vidéo sur la page Facebook de Vélomag. Si vous avez besoin d'un positionnement ou aimeriez avoir davantage de contenu, je vous invite aussi à aimer ma page Facebook Martin Turgeon, Service cycliste. Et on se revoit pour une prochaine capsule.